Tout n'a pas commencé par un coup de tonnerre, mais par une simple question sur la manière dont les bactéries combattent les virus. La réponse qu'elle a découverte allait tout changer. Elle a forgé un outil d'une précision incroyable, une paire de ciseaux moléculaires capables de trouver et de modifier le code source même de la vie. Soudain, le pouvoir de guérir des maladies génétiques incurables, de mettre fin à la famine et de remodeler l'évolution elle-même a été placé entre les mains de l'humanité. Mais avec ce pouvoir quasi divin est venue une responsabilité immense et terrifiante. Le monde ne serait plus jamais le même. Tout cela parce qu'un esprit a osé lire le livre de la vie, puis nous a donné la plume pour le réécrire. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Jennifer Anne Doudna est née en 1964 à Washington, D.C., au sein d'une famille ancrée dans le monde universitaire. Mais son histoire ne s'écrirait pas dans le paysage soigné de la côte Est. À l'âge de 7 ans, sa famille a troqué le cœur politique de la nation pour son cœur géologique, parcourant des milliers de kilomètres à travers le Pacifique pour s'installer dans la ville de Hilo, sur la grande île d'Hawaï. C'était une réinstallation qui ressemblait moins à un déménagement qu'à un voyage vers une autre planète. Hilo était un monde de forêts tropicales luxuriantes et humides, de plages de sable noir et de la présence constante et subtile des volcans massifs et endormis qui formaient l'île. Pour une grande jeune fille blonde venue du continent, ce fut un choc culturel profond. Elle était une étrangère à tous les égards visibles. Dans la communauté majoritairement polynésienne et asiatique de Hilo, elle était une Aole, un terme hawaïen pour désigner un étranger, un continental. Ce n'était pas une étiquette prononcée avec malveillance, mais c'était un rappel constant de sa différence. Elle dépassait de la tête nombre de ses camarades de classe, sa peau claire et ses cheveux blonds contrastant vivement dans une mer de teintes plus foncées. Ce sentiment d'altérité fut un compagnon silencieux, mais persistant durant ses années de formation. Tandis que les autres enfants nouaient facilement des liens sociaux, elle se retrouvait souvent en marge à observer. Cet isolement aurait pu être une source de solitude, mais il est devenu au contraire le creuset d'une farouche indépendance. Incapable de se fondre facilement dans la masse, elle a appris à compter sur elle-même. Son monde s'est tourné vers l'intérieur et elle a trouvé le réconfort non pas dans les cercles sociaux, mais dans la compagnie silencieuse des livres et de la nature sauvage et indomptée qui l'entourait. La structure sociale de l'île l'avait peut-être mise à l'écart, mais son monde naturel l'accueillait en tant qu'exploratrice. Hawaï est devenu son premier et vaste laboratoire, une salle de classe en plein air, sans murs et aux mystères infinis. L'île était un paradis biologique, un lieu où la vie s'exprimait sous des formes étranges et spectaculaires. Elle se promenait dans les forêts tropicales après une averse, fascinée par les champignons bizarres d'un blanc fantomatique qui pouvaient jaillir d'une bûche en décomposition en une nuit, comme sortie de nulle part. Elle étudiait les plantes uniques qui ne poussaient nulle part ailleurs sur Terre, leurs formes et leurs couleurs forgées par des millénaires d'activité volcanique et d'isolement. L'île elle-même était un organisme vivant, respirant avec la vapeur des évents volcaniques et pulsant au rythme de l'océan. Ce n'était pas une éducation formelle dictée par un programme scolaire. C'était une immersion brute et intuitive dans les questions fondamentales de la vie. Pourquoi cette fleur avait-elle cette forme ? Comment cette créature survivait-elle dans l'eau bouillante d'une mare tidale ? Quelles étaient les règles qui régissaient cette explosion de vie ? Sa curiosité était sans limite, guidée par l'observation directe plutôt que par les manuels scolaires. Elle sentait la texture rugueuse et tranchante des coulées de lave refroidies, témoignage de la puissance violente de la planète. Elle observait les écosystèmes complexes des récifs coralliens, chaque organisme jouant un rôle spécifique dans une société sous-marine complexe. Les volcans endormis du Mauna Kea et du Mauna Loa dominaient l'île, rappel constant des forces profondes et puissantes qui façonnent le monde. Cet environnement lui a enseigné une leçon cruciale qui allait définir sa carrière scientifique.
Les secrets les plus profonds sont souvent cachés dans les motifs du monde naturel, attendant qu'un observateur patient les remarque. Elle ne se contentait pas de regarder la nature, elle apprenait son langage, un langage de forme, de fonction et de survie inscrit dans la trame même de l'île. C'était une éducation profonde et personnelle à la complexité magnifique de la biologie. Un après-midi, un nouvel objet est apparu dans son laboratoire personnel de livres et de nature. Son père, professeur de littérature américaine, comprenait son amour de la lecture et son esprit curieux. Il a posé un livre de poche sur son lit sans un mot, elle l'a pris et a regardé la couverture. Il s'intitulait « La double hélice » d'un homme nommé James Watson. Sa première réaction fut une profonde déception. Cela ressemblait à un livre de science et pour elle, la science était une matière faite de faits secs et mémorisée à l'école. La photosynthèse, le tableau périodique, ennuyeux et sans vie. Elle imaginait un texte dense, rempli d'équations et de schémas, une corvée à endurer, pas une histoire à savourer. Elle l'a mis de côté, sans intérêt. Le livre est resté sur sa table de chevet pendant des semaines, prenant la poussière, un devoir non lu d'un parent bien intentionné. Puis, un jour où la pluie la retenait à l'intérieur et qu'elle n'avait plus rien d'autre à lire, elle le reprit avec un soupir de résignation. Dès la première page, cependant, elle fut complètement captivée. Ce n'était pas la science qu'elle connaissait de sa salle de classe. C'était une histoire. C'était un roman policier palpitant, un drame humain rempli d'ambition, de jalousie et d'une course effrénée pour résoudre l'énigme la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le livre dépeignait de manière vivante les scientifiques, non pas comme des figures stériles en blouse blanche, mais comme des personnes réelles, imparfaites et passionnées. Ils étaient brillants, oui, mais ils étaient aussi compétitifs, parfois arrogants et animés par un désir brûlant d'être les premiers à découvrir le secret de la vie. Elle a lu sur la rivalité féroce entre le groupe de Watson et Crick à Cambridge et d'autres laboratoires, la peur constante que leurs concurrents, Linus Pauling, ne leur grillot la politesse. Ce livre a fondamentalement transformé sa perception de la science. Ce n'était plus une collection statique de faits à mémoriser, mais une aventure dynamique et continue. C'était une entreprise humaine, une quête alimentée par la curiosité et la créativité. En lisant sur la structure en escalier en colimaçon de l'ADN, elle a commencé à saisir le concept monumental qu'elle représentait. Cette molécule était le plan directeur, le code ancien qui dictait la forme de chaque être vivant, des étranges champignons de son jardin à elle-même. C'était un langage, et pour la première fois, les humains apprenaient à le lire. La découverte n'a pas été un processus propre et linéaire. Elle a été désordonnée, intuitive et profondément humaine. Cette prise de conscience fut une épiphanie. Elle a allumé un feu dans son esprit. Elle ne voulait plus seulement apprendre la science, elle voulait en faire. Elle voulait être l'un de ces détectives, traquant les secrets de l'univers. Armée de cette nouvelle passion, elle a commencé à voir son avenir avec clarté. Elle voulait être une scientifique. Elle voulait rejoindre la grande aventure humaine de la découverte que le livre de Watson avait si vivement décrite. Mais le monde extérieur à son île paradisiaque n'était pas tout à fait prêt pour son ambition. Le premier mur de résistance qu'elle a rencontré est venu d'une source inattendue, un conseiller d'orientation du lycée. Lorsqu'elle a partagé avec enthousiasme son rêve de poursuivre une carrière scientifique, le conseiller l'en a gentiment mais fermement dissuadée, suggérant que ce n'était pas un domaine où les femmes réussissaient habituellement. Ce conseil n'était probablement pas malveillant, mais il reflétait les préjugés sociétaux omniprésents de l'époque. C'était une voix institutionnelle et silencieuse qui lui disait que son chemin était prédéterminé par son sexe. Un coup bien plus direct et cinglant est venu d'un professeur de chimie, devant toute sa classe. Pendant un cours, il a fait une déclaration abrupte et dédaigneuse qui faisait écho aux sentiments du conseiller, mais avec beaucoup plus de force. Les filles ne font pas de science. Les mots sont restés en suspens dans l'air, une invalidation publique et brutale de ses rêves.
C'était un défi direct, non pas à ses capacités, mais à son droit même de s'intéresser au sujet. Pour une jeune femme qui naviguait déjà dans le sentiment d'être une étrangère, ce fut un puissant moment de découragement. Le monde lui disait que le club qu'elle voulait si désespérément rejoindre avait une pancarte sur la porte, interdite aux filles. Mais ces moments de doute n'ont pas éteint son ambition. Au contraire, ils l'ont forgé en quelque chose de plus fort, de plus résilient. Le feu allumé par un seul livre et la nature sauvage d'Hawaï la propulserait à travers l'océan, vers les couloirs sacrés du monde universitaire, où elle commencerait à maîtriser le langage même de la vie. L'ARN, point armé d'une détermination forgée dans la défiance, Jennifer Doudna est arrivée au Pomona College en Californie, à des lieux des paysages volcaniques de son enfance. Ici, la curiosité brute nourrie dans les mares tidales hawaïennes a été canalisée dans la discipline rigoureuse de la biochimie. Elle a trouvé des mentors qui ont vu au-delà de son attitude réservée et ont reconnu un esprit d'analyse féroce. Ils ne lui ont pas seulement enseigné des faits. Ils lui ont appris à poser les bonnes questions, à concevoir une expérience élégante, mais à accepter la frustration de la recherche, où 99% des jours sont remplis d'échecs. Cette base l'a propulsée au niveau supérieur, un programme de doctorat à l'université Harvard, l'un des environnements les plus compétitifs de la science. Elle a rejoint le laboratoire de Jack Szostak, un brillant chercheur qui remporterait plus tard un prix Nobel. C'est dans le laboratoire de Szostak que Doudna a trouvé sa véritable vocation scientifique. Elle est devenue complètement captivée par une molécule qui était, à l'époque, considérée comme à peine plus qu'un humble messager, l'ARN. Dans la grande cathédrale de la biologie, le dogme central était parole d'évangile. L'ADN détient le plan directeur, l'ARN est la copie temporaire qui transporte les instructions vers les usines de la cellule et les protéines sont les machines qui font tout le travail. C'était une hiérarchie claire et élégante. Mais le travail de Doudna, sous la direction de Szostak, se concentrait sur une hérésie, un paradoxe biologique connu sous le nom de ribosime. Il s'agissait de molécules d'ARN spéciales qui pouvaient agir comme des enzymes, catalysant des réactions chimiques par elles-mêmes. Cette découverte a renversé le dogme central. Imaginez un jeu de plans d'architecte qui pourrait non seulement être lu, mais qui pourrait aussi se replier pour former un marteau et une scie, puis commencer à construire la maison décrite dans ses propres pages. Voilà ce qu'est un ribosime. C'est à la fois information et action, un couteau suisse moléculaire qui a fait voler en éclats la division nette entre le code et la machine. Les implications étaient stupéfiantes, en particulier pour la compréhension des origines de la vie elle-même. Le problème classique de l'œuf et de la poule était le suivant. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'ADN ou les protéines ? Il faut des protéines pour lire et répliquer l'ADN, mais il faut de l'ADN pour coder les protéines. C'était une boucle apparemment sans fin. Les ribosimes offraient une solution stupéfiante. Peut-être que la vie a commencé dans un monde à ARN, une soupe primordiale où l'ARN faisait tout. Il stockait l'information génétique, comme l'ADN, et il catalysait les réactions, comme les protéines. C'était la molécule tout en un qui aurait pu lancer la biologie sur Terre il y a des milliards d'années. Doudna s'est consacré à la compréhension de ces fossiles moléculaires, à découvrir comment ils se repliaient en forme de tridimensionnels complexes pour accomplir leur magie chimique. Elle apprenait à lire le plus ancien langage de la vie. Après avoir obtenu son doctorat, cette expertise l'a conduite à un poste de professeur à l'université Yale. Désormais, elle n'était plus seulement une chercheuse, elle était un leader. Le défi était immense. Elle a dû construire un laboratoire à partir de rien, obtenir des subventions très compétitives, attirer des étudiants diplômés talentueux et tracer sa propre voie scientifique. La pression était constante, les heures interminables. Alors que ses premiers travaux avaient porté sur la fonction des ribosimes, elle s'est maintenant fixée une nouvelle tâche monumentale.
déterminer la structure tridimensionnelle d'un ribozyme massif appelé l'intron du groupe I de tétrahyména. En utilisant une technique appelée cristallographie au rayon X, elle cherchait à créer une carte au niveau atomique de cette molécule, un exploit que beaucoup considéraient comme impossible en raison de sa taille et de sa complexité. C'était comme essayer de photographier un nuage d'orage tourbillonnant et de capturer la position de chaque goutte d'eau. Ce travail exténuant sur les structures moléculaires, il l'a consumé pendant des années. C'était lent, minutieux et souvent démoralisant, mais cela a cimenté sa réputation comme l'une des plus grandes expertes mondiales de l'architecture de l'ARN. Elle a appris à penser aux molécules non seulement comme des codes linéaires, mais comme des objets physiques tridimensionnels avec des torsions, des plis et des sites actifs. Elle a déménagé son laboratoire à l'Université de Californie à Berkeley, poursuivant son travail de biologie structurale. Et puis, un jour ordinaire, son téléphone a sonné. C'était une collègue d'un département complètement différent, une brillante géoscientifique nommée Gillian Banfield. Doudna la connaissait de réputation, mais elle ne travaillait pas sur les mêmes problèmes. Banfield étudiait les microbes des environnements extrêmes, séquençant leur génome pour comprendre comment ils survivaient dans le drainage minier toxique et d'autres endroits hostiles. Elle a appelé Doudna avec une énigme. Dans l'ADN de ces étranges bactéries, son équipe ne cessait de trouver les mêmes motifs bizarres et répétitifs. Ils étaient palindromiques, c'est-à-dire qu'ils se lisaient de la même manière dans les deux sens, et ils étaient regroupés. Mais la partie vraiment étrange était ce qui se trouvait entre ces répétitions. Il y avait des segments uniques d'ADN appelés espaceurs, et ces espaceurs ne semblaient pas du tout appartenir à la bactérie. Ils correspondaient parfaitement à l'ADN de virus connus pour attaquer les bactéries. C'était une énigme. C'était comme trouver un livre dans une bibliothèque ancienne où la même phrase était écrite encore et encore, mais entre chaque répétition se trouvait une page unique, arrachée d'un livre différent. C'était une bibliothèque d'identité volée. Banfield n'avait aucune idée de l'utilité de cet album génétique. Mais elle avait une intuition, elle savait que ces séquences répétitives étaient transcrites en ARN. Et quand il s'agissait du monde mystérieux de l'ARN, Jennifer Doudna était la personne à appeler. Banfield voulait simplement savoir si Doudna, l'experte en ARN, avait déjà vu quelque chose de semblable. Doudna était intriguée. Le motif était trop étrange, trop organisé pour être du matériel génétique inutile et aléatoire. Il laissait entrevoir un système délibéré et fonctionnel au sein de la bactérie, mais son but était un mystère complet. Les courtes séquences répétitives étaient connues sous un acronyme aussi maladroit qu'obscur. Courtes répétitions palindromiques, groupées et régulièrement espacées, ou CRISPR. À l'époque, ce nom ne disait rien à la plupart des biologistes. C'était une note de bas de page dans la vaste encyclopédie de la génétique microbienne, une curiosité en attente d'une explication. Doudna n'avait aucune idée que ce simple appel téléphonique au sujet d'une bizarrerie bactérienne venait de la mettre sur une voie qui la mènerait bien au-delà des origines de la vie. Cette étrange bibliothèque bactérienne d'identité volée était un ancien système immunitaire. Doudna était sur le point de découvrir son fonctionnement, et ce faisant, elle trouverait une clé qui pourrait déverrouiller le code de toute vie. À l'été 2012, le monde scientifique a reçu une décharge électrique. L'article coécrit par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier a été publié dans la prestigieuse revue Science. Et son impact n'a pas été simplement académique, il a été explosif. L'article exposait, avec une clarté élégante, comment le système CRISPR-Cas9 pouvait être programmé pour trouver et couper n'importe quelle séquence d'ADN. C'était un scalpel génétique universel. La réaction a été immédiate et massive. C'était comme si le coup de pistolet d'une course que personne ne savait
sur le point de courir, avaient été tirés. Des laboratoires du monde entier, des vastes campus universitaires aux jeunes start-up de biotechnologie ont effectivement laissé tomber ce qu'ils faisaient. Des projets de recherche de plusieurs décennies ont été mis en attente. La promesse de CRISPR était si immense, si transformatrice, que ne pas pivoter aurait été comme ignorer l'invention de la puce électronique. Soudain, tout le monde était devenu un éditeur de gènes. L'article de Doudna et Charpentier a été téléchargé, imprimé et disséqué dans les réunions de laboratoires du monde entier. Il est devenu du jour au lendemain le document le plus important de la biologie moderne. Les instructions étaient si claires que des étudiants diplômés ont réussi à reproduire et à développer leurs travaux en quelques semaines. Un témoignage de la belle simplicité et de la puissance du système. Mais alors que l'équipe de Doudna avait révélé le mécanisme chez les bactéries, un autre esprit brillant se rapprochait du prix suivant et sans doute le plus précieux. De l'autre côté du pays, au Broad Institute, du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard, un jeune scientifique nommé Feng Zhang travaillait sans relâche sur la même énigme. Zhang était une étoile montante à part entière. Connu pour son travail de pionnier dans un domaine appelé l'optogénétique. Il avait exploré CRISPR de manière indépendante, motivé par le désir de l'utiliser non pas dans de simples bactéries, mais dans les cellules beaucoup plus complexes des souris et des humains. La différence était monumentale. Pour utiliser une métaphore, prouver que CRISPR fonctionnait dans les bactéries ou cellules prokaryotes, c'était comme montrer que l'on pouvait modifier un simple document texte. C'était un système propre et simple. Mais prouver que cela fonctionnait dans les cellules humaines ou cellules eucaryotes, c'était comme montrer que l'on pouvait modifier le code complexe et stratifié d'un système d'exploitation sophistiqué. Les cellules humaines ont un noyau, un emballage complexe pour leur ADN appelé chromatine, et un éventail vertigineux de mécanismes de défense. Le succès n'était pas garanti, et alors que l'article de Doudna était la percée théorique, Zhang sprintait vers l'application pratique que tout le monde voulait vraiment. Début 2013, quelques mois seulement après la publication de Doudna, Zhang a publié son propre article démontrant que CRISPR-Cas9 fonctionnait parfaitement dans les cellules de souris et humaine. Il avait franchi l'étape cruciale suivante. La course à la découverte s'est immédiatement transformée en une guerre brutale pour la propriété. Dès que le potentiel de CRISPR est devenu clair, les institutions derrière les scientifiques sont passées à l'action. L'Université de Californie à Berkeley, représentant Doudna et Charpentier, avait déposé sa demande de brevet en premier, en mai 2012, avant même la publication de leur article. Dans le monde obscur du droit des brevets, déposer en premier est généralement un avantage décisif. Ils avaient revendiqué leur statut d'inventeurs originaux de la technologie. Ils croyaient avoir assuré leur place dans l'histoire et les immenses récompenses financières qui en découleraient. Mais l'équipe du Broad Institute avait une stratégie juridique agressive et bien financée. Ils ont déposé leur propre brevet distinct, se concentrant spécifiquement sur l'utilisation de CRISPR dans les cellules eucaryotes, le travail même que Feng Zhang venait de publier. Fait crucial, ils ont payé des frais importants au bureau américain des brevets et des marques de commerce pour que leur demande soit traitée en accéléré via un processus d'examen rapide. Ils avaient en fait payé pour passer devant tout le monde. L'équipe de Berkeley, ignorant cette manœuvre, attendait patiemment dans la file d'attente standard. La nouvelle, lorsqu'elle est tombée en avril 2014, a fait l'effet d'une bombe. Le bureau des brevets avait accordé les premiers brevets fondamentaux pour la technologie CRISPR, non pas à Berkeley, les premiers à déposer, mais au Broad Institute. C'était une victoire juridique éclatante pour l'équipe de Zhang et un coup dévastateur pour Doudna et ses collègues. La décision impliquait que si Doudna avait peut-être inventé l'outil dans une éprouvette, Zhang avait inventé son utilisation la plus importante. Cela a déclenché l'un des litiges de brevets les plus coûteux et les plus médiatisés de l'histoire de la science. C'était une bataille de titans. Le système de l'Université de Californie d'un côté et la puissance combinée de Harvard et du MIT de l'autre.
Des millions de dollars ont été engloutis en frais de justice. Des scientifiques, qui étaient autrefois des collègues, se sont retrouvés de part et d'autre des dépositions, leurs cahiers de laboratoire scrutés par des avocats. La lutte ferait rage pendant des années, serpentant à travers les salles d'audience et les commissions de révision des brevets, avec des victoires et des défaites pour les deux camps. C'était une partie d'échecs aux enjeux considérables où le prix n'était pas seulement des milliards de dollars en futures redevances, mais le crédit officiel pour l'une des inventions les plus importantes du XXIe siècle. La nouvelle, lorsqu'elle tomba en avril 2014, fit l'effet d'une bombe. Le bureau des brevets avait accordé les premiers brevets fondamentaux pour la technologie CRISPR, non pas à Berkeley, le premier à avoir déposé la demande, mais au Broad Institute. C'était une victoire juridique éclatante pour l'équipe de Zhang et un coup dévastateur pour Doudna et ses collègues. La décision impliquait que si Doudna avait peut-être inventé l'outil dans une éprouvette, Zhang en avait inventé l'utilisation la plus importante. Cela a déclenché l'un des litiges de brevets les plus coûteux et les plus médiatisés de l'histoire de la science. C'était un combat de titans, le système de l'Université de Californie d'un côté et la puissance combinée de Harvard et du MIT de l'autre. Des millions de dollars furent engloutis en frais de justice. Des scientifiques, autrefois collègues, se retrouvèrent de pas. Le conflit eut un coût humain profond, en particulier pour Doudna. La joie pure et sans mélange de la découverte, le frisson qu'elle avait ressenti cet été-là dans son laboratoire de Berkeley, fut bientôt éclipsé par la laideur de la guerre juridique. Dans son livre, Une fissure dans la création, elle a décrit la bataille des brevets comme étant intense et brutale. La science, qu'elle avait toujours considérée comme une entreprise collaborative en quête de vérité, avait été corrompue par la compétition, l'argent et l'orgueil institutionnel. Les amitiés se sont tendues. La communauté s'est divisée en camps, forcée de choisir un côté. L'atmosphère est passée d'un enthousiasme partagé à un climat de suspicion et de rivalité. Pour Doudna, qui avait été inspirée par le drame humain de la découverte dans La double hélice, elle se retrouvait désormais personnage central d'une suite bien plus conflictuelle. Le combat ne portait plus seulement sur la compréhension des secrets de la vie, il portait sur leur possession. La pression était immense, transformant une percée scientifique en une source de stress personnel et de déception profond. Pendant que les avocats se battaient pour savoir qui possédait la clé, la porte qu'elle ouvrait avait été grande ouverte, et ce qui se trouvait de l'autre côté était un paysage de remèdes miraculeux et de dilemmes éthiques terrifiants qu'aucun brevet ne pourrait jamais contenir. L'euphorie initiale de la découverte a rapidement cédé la place à une anxiété profonde et troublante. Alors que la puissance de CRISPR se propageait dans le monde scientifique comme une traînée de poudre, Jennifer Doudna s'est retrouvée hantée non pas par les défis du laboratoire, mais par le spectre de sa propre création. Le poids de cette responsabilité a commencé à se manifester dans un cauchemar récurrent, si spécifique et glaçant qu'il semblait être un avertissement de son propre subconscient. Dans le rêve, elle se retrouvait dans une pièce austère et inconnue. Un homme s'approchait d'elle, ses traits étrangement indistincts jusqu'à ce qu'il soit proche. Puis elle voyait son visage, c'était Adolf Hitler mais avec les traits grotesques et déformés d'un cochon. Il se penchait, sa voix un murmure menaçant, et lui demandait d'expliquer sa technologie. Il voulait comprendre son pouvoir, il voulait connaître ses usages. Doudna se réveillait en sueur froide, le cœur battant. Le rêve était un symbole viscéral et horrifiant de sa peur la plus profonde. Que l'outil qu'elle avait créé pour guérir et comprendre la vie puisse être récupéré par le pire de l'humanité pour la contrôler et la corrompre. Le cauchemar n'était pas seulement un mauvais rêve, c'était un appel à l'action. C'est à ce moment que Jennifer Doudna, la scientifique, a commencé à se transformer en Jennifer Doudna, la femme d'État.
Réalisant qu'elle ne pouvait pas simplement lancer cette technologie dans le monde en espérant le meilleur, Doudna a changé de cap dès elle est sortie du laboratoire pour monter sur la scène publique, initiant une conversation mondiale sur l'éthique de l'édition du génome. Elle a coécrit des articles et donné des interviews non seulement sur la promesse de CRISPR, mais aussi sur ses dangers. Elle a soutenu que les scientifiques avaient l'obligation morale de mener la discussion sur l'utilisation responsable de leurs propres découvertes. Ce n'était pas une position populaire pour une chercheuse. La culture scientifique encourage souvent une progression acharnée, laissant à d'autres le soin de régler les considérations éthiques plus tard. Mais Doudna a insisté sur le fait que cette fois, c'était différent. Les enjeux étaient trop élevés. Elle a aidé à organiser une série de sommets internationaux réunissant des scientifiques, des éthiciens et des décideurs politiques pour forger un consensus sur les limites à ne pas franchir. La distinction la plus essentielle qu'elle a défendue était entre deux types d'édition, somatique et germinale. Pour être claire, elle a utilisé une analogie puissante. L'édition somatique, a-t-elle expliqué, c'est comme corriger une faute de frappe dans un seul exemplaire d'un livre. Cela aide la personne qui possède ce livre spécifique, mais tous les autres exemplaires dans le monde restent les mêmes. C'était un outil thérapeutique pour un individu. L'édition germinale, cependant, était tout autre chose. C'était comme retourner à la presse d'imprimerie et changer la plaque maîtresse. Chaque exemplaire de ce livre imprimé à partir de ce moment, pour toutes les générations futures, porterait le changement. Cela signifiait altérer le plan de l'être humain lui-même, apporter des changements héréditaires à l'espèce humaine. C'était, selon elle, une ligne que l'humanité n'était pas prête à franchir. Elle a appelé avec force à un moratoire mondial sur toute tentative de créer des embryons humains génétiquement modifiés à des fins de grossesse. C'était un appel à la prudence, une tentative désespérée de freiner un train qui accélérait déjà à une vitesse alarmante. Ses pires craintes se sont réalisées en novembre 2018. La nouvelle n'est pas venue d'une revue à comité de lecture, mais d'une série de vidéos YouTube et d'un communiqué de presse. Un scientifique chinois nommé He Jiankui a annoncé qu'il avait fait l'impensable. Il avait utilisé CRISPR pour modifier les gènes d'embryons humains et que deux d'entre eux, des jumelles surnommées Lulu et Nana, étaient aliénées. Il a affirmé avoir modifié leurs gènes pour les rendre résistantes au VIH. La communauté scientifique mondiale a réagi par une tempête de condamnation. C'était une violation choquante de l'éthique, une expérience imprudente et prématurée sur des vies humaines. Pour Doudna, la nouvelle fut un coup de poing à l'estomac. C'était son cauchemar d'Hitler devenu réalité. Un scientifique naissant mu par l'ambition avait unilatéralement franchi la ligne rouge qu'elle et ses collègues avaient travaillé si dur à établir, s'exprimant lors d'un sommet sur l'édition du génome à Hong Kong alors que le scandale éclatait. Son désarroi était palpable et elle en a décrit un sentiment d'horreur et de dégoût. Sa création, un outil d'une immense promesse, avait été utilisée d'une manière contre laquelle elle avait explicitement mis en garde. Le génie n'était pas seulement sorti de sa bouteille, il réécrivait désormais l'histoire humaine sans consentement ni surveillance. L'affaire He Jiankui a été un moment de prise de conscience pour le monde entier. Une démonstration brutale que le pouvoir de modifier notre propre évolution n'était plus de la science-fiction. C'était une réalité. Et elle était arrivée bien plus tôt que quiconque n'y était préparé après les ténèbres des guerres de brevets et l'horreur éthique de l'affaire des bébés CRISPR. Une nouvelle d'un autre genre est arrivée. Elle est venue, comme souvent dans les heures calmes d'un matin d'octobre 2020, Doudna a été réveillée par l'appel d'un journaliste scientifique qui lui demandait un commentaire sur la grande nouvelle. Perplexe, Doudna n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Quelques minutes plus tard, son propre téléphone sonna avec un numéro inconnu de Suède. À l'autre bout du fil se trouvait le secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.
Il l'informa qu'elle et Emmanuel Charpentier avaient reçu le prix Nobel de chimie pour le développement d'une méthode d'édition du génome. Ce fut un moment de validation stupéfiante et écrasante. Après des années de bataille juridique pour le crédit et d'angoisse face aux implications éthiques de son travail, la plus haute distinction de la science avait affirmé son rôle fondamental. Le prix était historique, marquant la première fois qu'un Nobel de science était remporté par deux femmes ensemble. C'était un témoignage puissant de leur brillante collaboration et un moment marquant pour les femmes dans les sciences partout dans le monde. Pour Doudna, l'appel de Stockholm n'était pas seulement un prix. C'était une forme de conclusion, une reconnaissance que malgré toute l'agitation et la controverse, la beauté et l'importance fondamentale de la découverte avaient triomphé. Le prix Nobel a cimenté sa place dans l'histoire, mais Jennifer Doudna n'a jamais été seulement une scientifique dans un laboratoire. Pour comprendre son parcours, il faut comprendre la personne derrière la pipette, la femme qui équilibre le code de la vie avec une vie qui lui est propre. Au-delà du prix Nobel et des controverses mondiales, l'histoire de Jennifer Doudna est aussi celle de liens humains intenses et d'une volonté acharnée de traduire la découverte en bien tangible. L'immense pression de son travail n'existait pas dans le vide. Elle était amortie et partagée par son mari, Jamie Kate, un autre biologiste structural de l'Université de Californie à Berkeley. Leur partenariat est une fusion rare de vie personnelle et professionnelle, une relation où les discussions sur la cristallographie ribosomique peuvent se fondre sans heurts dans les plans pour le week-end. Pour eux, la science n'est pas un travail laissé au bureau. C'est un langage commun, une passion mutuelle qui alimente leurs liens. Ils sont devenus l'un pour l'autre le père le plus fiable et le plus fervent partisan. Au plus fort des batailles de brevets et des tempêtes éthiques, c'est Kate qui a fourni un point d'ancrage crucial, un partenaire qui comprenait les nuances scientifiques et le bilan émotionnel d'une manière que peu d'autres pouvaient. Leur conversation à table portait moins sur la pluie et le beau temps que sur les grandes questions. Cartographier les structures des protéines, débattre des conceptions expérimentales et naviguer dans les complexités d'une découverte qui changeait rapidement le monde. Cet espace intellectuel partagé était leur sanctuaire, un lieu où le poids du génome pouvait être épaulé par deux. Cet esprit de collaboration s'est étendu directement à sa vie professionnelle, définissant son rôle de leader et de mentor. Le laboratoire Doudna, à Berkeley, est devenu connu comme un lieu d'une rigueur intense, mais aussi d'un soutien profond, un reflet direct de sa dirigeante. D'anciens étudiants et chercheurs postdoctoraux décrivent souvent son style de gestion comme exigeant, mais responsabilisant. Elle attendait l'excellence, poussant son équipe à remettre en question les hypothèses et à poursuivre des idées audacieuses. Mais elle favorisait un environnement où la recherche créative pouvait s'épanouir sans la peur de l'échec. Elle comprenait que la science de pointe se construit sur une base d'expérience qui ne fonctionne pas. Doudna a fait un effort conscient pour défendre les jeunes scientifiques, en particulier les femmes, se souvenant de la pique de la conseillère d'orientation qui lui avait dit que la voie qu'elle avait choisie n'était pas pour les filles. Elle a prêché par l'exemple, démontrant qu'il était possible d'être à la fois une scientifique de classe mondiale et un mentor compatissant. La porte de son bureau était toujours ouverte, non seulement pour les questions scientifiques, mais aussi pour les conversations sur les cheminements de carrière, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les défis de la navigation dans le monde universitaire. Elle construisait plus qu'un simple programme de recherche, elle cultivait la prochaine génération de leaders scientifiques, leur inculquant non seulement des compétences techniques, mais aussi un sens des responsabilités. Ce sens des responsabilités a été le moteur de son projet le plus ambitieux au-delà de la recherche pure. Hanté par le potentiel d'abus, mais inspiré par l'immense promesse de CRISPR, Doudna a cherché à créer une institution qui canaliserait activement son pouvoir pour le bien. En 2014, aux côtés de son collègue Jonathan Weissman, elle a cofondé l'Innovative Genomics Institute, ou IGI.
C'était sa philosophie éthique rendue manifeste, une réponse audacieuse et pratique aux craintes qui la tenaient éveillée la nuit. La mission de l'IGI était claire et audacieuse, sortir l'outil CRISPR du domaine abstrait du laboratoire et l'appliquer aux problèmes les plus urgents de l'humanité. Si sa découverte initiale était comme inventer un alphabet universel pour la biologie, l'IGI était l'endroit qui commencerait à écrire les premiers grands romans et les manuels médicaux qui sauvent des vies. C'était un lieu où l'hypothétique devenait réel, un pont entre la boîte de pétri et le patient. L'Institut s'est immédiatement concentré sur des défis autrefois considérés comme insurmontables. L'un de ses projets phares ciblait la drépanocytose, une maladie génétique dévastatrice causée par une seule erreur typographique dans l'ADN d'un seul gène. L'objectif de l'IGI était d'utiliser CRISPR pour corriger cette faute de frappe spécifique directement dans les propres cellules souches sanguines d'un patient, offrant le potentiel d'une guérison unique et permanente. Ce n'était plus de la science-fiction, c'était une réalité clinique en cours de développement actif. Un autre axe majeur est devenu l'agriculture et le changement climatique. Les chercheurs de l'IGI ont commencé à utiliser CRISPR pour modifier les gènes de cultures comme le riz et le cacao, visant à les rendre plus résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux ravageurs. L'objectif était d'aider à sécuriser l'approvisionnement alimentaire mondial dans un monde qui se réchauffe, en réduisant le besoin de pesticides et en conservant les précieuses ressources en eau. L'IGI représentait la conviction inébranlable de Doudna que la meilleure façon de prévenir l'utilisation abusive d'une technologie puissante est d'accélérer son utilisation pour le bien de l'humanité, de remplir le monde de tant d'exemples positifs qu'ils éclipsent les possibilités négatives. Au milieu de la réécriture du code de la vie, Doudna a trouvé son propre équilibre en revenant à la Terre. Loin de l'éclat stérile du laboratoire et des exigences incessantes de son rôle mondial, elle a renoué avec les passions de son enfance hawaïenne, le jardinage et la randonnée. S'occuper des plantes de son jardin est devenu une forme de méditation, un processus silencieux et tactile qui contrastait fortement avec le monde invisible et moléculaire qu'elle manipulait professionnellement. Travailler la terre, nourrir une graine pour en faire une fleur, était une façon de s'engager avec la logique belle et complexe d'un monde naturel qui n'avait pas été édité. C'était un rappel physique des systèmes biologiques qu'elle étudiait, l'ancrant dans la source même de son inspiration. La randonnée dans les collines du nord de la Californie servait un objectif similaire, offrant une perspective et un sens de l'échelle. Entourée d'arbres centenaires et de paysages tentaculaires, la politique complexe des brevets et des articles s'estompait, remplacée par une connexion profonde avec la planète qu'elle s'efforçait de guérir. Ces moments n'étaient pas une évasion de son travail, mais une partie essentielle de celui-ci. Un pied dans son jardin et l'autre dans le génome, Doudna continue de façonner l'avenir. L'héritage de sa découverte est encore en cours d'écriture, non pas dans les pages des livres d'histoire, mais dans l'ADN même du monde à venir. Avec le prix Nobel en poche et les guerres de brevets s'apaisant, le chapitre suivant de l'histoire de Jennifer Doudna est passé du champ de bataille de la découverte à la frontière de l'application. La véritable validation de son travail ne serait pas une médaille de Stockholm, mais un remède pour un patient souffrant. Ce moment est arrivé à la fin de l'année 2023, un tournant pour la médecine. Les régulateurs du Royaume-Uni et des États-Unis ont donné leur approbation à la première thérapie au monde basée sur CRISPR, un traitement pour la drépanocytose. Pour les centaines de milliers de personnes nées avec cette maladie invalidante causée par une seule faute de frappe dans un seul gène, c'était plus qu'une percée, c'était l'aube de l'espoir. Le traitement était une merveille de médecine personnalisée où les propres cellules souches d'un patient sont prélevées, modifiées avec CRISPR pour corriger le gène défectueux, puis réintroduites dans le corps pour produire des globules rouges,
Sain et rond, il représentait l'aboutissement d'une décennie de travail acharné, transformant un mécanisme de défense bactérien abstrait en une thérapie humaine qui change la vie. Cette victoire n'était que le début de la révolution clinique de CRISPR. La précision élégante de la technologie était dirigée contre les maladies les plus redoutables de l'humanité. Dans le domaine de l'oncologie, les scientifiques utilisaient CRISPR pour concevoir les propres cellules immunitaires d'un patient, les transformant en super soldats programmés pour rechercher et détruire les cellules cancéreuses. Cette forme avancée d'immunothérapie promettait de vaincre des cancers longtemps considérés comme incurables. Ailleurs, la recherche s'est accélérée sur des traitements pour d'autres troubles génétiques dévastateurs, pour des maladies comme la maladie de Huntington, un déclin neurologique cruel inscrit dans l'ADN d'une personne, ou la mucoviscidose qui attaque les poumons et le système digestif. CRISPR n'était plus un rêve lointain. C'était un outil tangible en développement actif, offrant la première possibilité réelle de corriger le code source de ces maladies, et pas seulement de gérer leurs symptômes. Le pouvoir abstrait de l'éditeur de gènes était enfin utilisé pour guérir. La polyvalence de CRISPR a été démontrée avec une clarté stupéfiante lorsque le monde a été plongé dans la crise en 2020. Alors que la pandémie de Covid-19 balayait le globe, Doudna et son équipe de l'Innovative Genomics Institute n'ont pas hésité. Ils ont immédiatement pivoté, transformant leur laboratoire de recherche universitaire en une installation de tests Covid à grande vitesse. Mais ils ont aussi fait quelque chose de plus profond. Ils ont exploité la fonction principale de CRISPR pour inventer un nouveau type d'outil de diagnostic. Le résultat fut un test rapide et précis qui exploitait les protéines Cas non pas pour couper l'ADN, mais pour le trouver. La technologie fonctionne comme un moteur de recherche programmable pour le matériel génétique, un concept à la fois simple et révolutionnaire. Pour le comprendre, imaginez un détecteur de fumée pour les virus. Le système CRISPR est programmé avec un ARN guide qui correspond exactement à un morceau du code génétique du virus. Ce guide agit comme le capteur du détecteur. Lorsqu'un échantillon d'un patient est introduit, la machinerie CRISPR parcourt le matériel génétique qu'il contient. Si le code du virus est présent, même en quantité infime, l'ARN guide s'y verrouille. Cette action de liaison déclenche la protéine Cas pour libérer un signal puissant, comme une alarme qui se déclenche. C'est une manière étonnamment précise de trouver une aiguille génétique dans une botte de foin, offrant une plateforme de diagnostic plus rapide et plus adaptable que de nombreuses méthodes existantes. Ce pivotement, lors d'une urgence sanitaire mondiale, a prouvé que CRISPR n'était pas seulement un outil pour modifier la vie, mais aussi pour la protéger. L'impact le plus profond de CRISPR, cependant, ne réside peut-être pas dans un seul remède ou test, mais dans son accessibilité. Avant 2012, le génie génétique était le domaine exclusif de laboratoires de plusieurs millions de dollars et de vastes ressources institutionnelles. C'était un domaine avec une barrière à l'entrée élevée, lent et lourd. CRISPR a tout changé, c'était bon marché, relativement facile à utiliser et efficace. Il a démocratisé le pouvoir génétique. Soudain, un petit laboratoire universitaire dans un pays en développement ou même une salle de classe de lycée bien équipée pouvait mener des expériences qui étaient auparavant inimaginables. C'était l'équivalent de passer des ordinateurs centraux géants, occupant des salles entières, à des ordinateurs personnels abordables pour tous. Cette démocratisation a déclenché une vague d'innovation sans précédent dans toute la biologie. Le rythme des découvertes s'est accéléré de manière exponentielle. Les jeunes chercheurs ne sont plus limités par l'accès à une technologie coûteuse et propriétaire. Ils peuvent désormais tester directement leurs hypothèses sur la fonction des gènes chez les plantes,
les animaux et les microbes. Les scientifiques conçoivent des cultures résistantes à la sécheresse pour répondre à la sécurité alimentaire, développent des microbes capables de nettoyer les déversements de pétrole et élucident les mystères fondamentaux de l'évolution et des maladies plus rapidement que jamais. Doudna et Charpentier n'ont pas seulement inventé un outil, elles ont donné la clé d'une nouvelle ère d'exploration biologique à toute une génération de scientifiques, leur donnant le pouvoir de réécrire l'avenir de la vie sur Terre. Cette démocratisation a déclenché une vague d'innovation sans précédent dans toute la biologie. Le rythme des découvertes s'est accéléré de manière exponentielle. Les jeunes chercheurs ne sont plus limités par l'accès à des technologies coûteuses et brevetées. Ils peuvent désormais tester directement leurs hypothèses sur la fonction des gènes chez les plantes, les animaux et les microbes. Les scientifiques conçoivent des cultures résistantes à la sécheresse pour répondre à la sécurité alimentaire, développent des microbes capables de nettoyer les déversements de pétrole et élucidons les mystères fondamentaux de l'évolution et des maladies plus rapidement que jamais. Doudna et Charpentier n'ont pas seulement inventé un outil, elles ont donné la clé d'une nouvelle ère d'exploration biologique à toute une génération de scientifiques, leur donnant le pouvoir de réécrire l'avenir de la vie sur Terre. Dans les années qui ont suivi son prix Nobel, Jennifer Doudna a pleinement endossé son rôle de femme d'État de la science. Elle continue de diriger son laboratoire, mais une partie importante de son temps est désormais consacrée à naviguer dans le paysage sociétal complexe que sa découverte a créé. Elle s'exprime avec un profond sens des responsabilités, soulignant souvent que le pouvoir de CRISPR est trop grand pour être laissé aux seuls scientifiques. Elle a déclaré que nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de science, plaidant pour un large dialogue public incluant éthiciens, décideurs politiques, patients et citoyens. Elle défend l'idée que l'humanité doit décider collectivement comment manier ce pouvoir redoutable, en veillant à ce que ses avantages soient partagés équitablement et que ses risques soient gérés avec sagesse. Son plus grand espoir est un avenir où l'édition génétique éradiquerait des maladies dévastatrices et aiderait l'humanité à s'adapter à une planète en mutation. Pourtant, son cauchemar initial d'une mauvaise utilisation ne s'est pas estompé. Il a simplement évolué. Elle s'inquiète maintenant d'un nouveau type d'inégalité, une fracture génétique entre les riches qui peuvent se permettre d'éliminer les prédispositions aux maladies et les pauvres qui ne le peuvent pas. Elle craint un monde où la technologie serait utilisée pour l'amélioration plutôt que pour la thérapie, créant une société à deux vitesses. La perspective de Doudna est celle d'un optimisme prudent, une croyance profonde dans le potentiel du bien, tempérée par une compréhension lucide du potentiel de folie. Elle reste une voix puissante en faveur de l'innovation responsable, rappelant constamment au monde qu'avec le pouvoir de changer notre propre code vient l'ultime responsabilité du résultat. Le parcours de Jennifer Doudna est l'histoire de la façon dont la curiosité d'une seule personne peut remodeler le monde. Tout a commencé avec une fillette blonde qui se sentait à l'écart sous le soleil hawaïen, trouvant du réconfort non pas auprès des gens, mais dans les motifs complexes du monde naturel. C'était un chemin défini par une volonté implacable de comprendre l'architecture fondamentale de la vie, du monde énigmatique de l'ARN aux anciens systèmes immunitaires des bactéries. Elle a poursuivi la connaissance pour la connaissance elle-même, guidée par le pur frisson de la découverte. Cette quête l'a conduite à l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de la biologie. Pourtant, le triomphe a été rapidement suivi par l'amertume de la rivalité professionnelle et l'immense poids éthique de sa création. Elle a été forcée d'affronter les plus sombres possibilités de son travail, se transformant d'une chercheuse discrète en une porte-parole mondiale de la prudence et de la conscience. L'histoire de Doudna ne se résume pas au décryptage d'un ancien code bactérien. Elle porte sur la profonde responsabilité qui accompagne la connaissance. Elle nous a donné le pouvoir de modifier le plan de la vie. Le dernier chapitre, celui qui déterminera si cet outil mènera à notre salut ou à notre folie, est celui que nous devons tous maintenant écrire ensemble.